Saint-Bertrand de Comminges est dominé par l'imposante cathédrale Sainte-Marie construite au début du XIIIe siècle. Son jubé et son cloître roman attirent de nombreux touristes. Échoppes et artisanats d'art bordent ces ruelles étroites et escarpées. C'est dans l'une d'elles que Patrice Guillon a installé sa forge. Il est l'un des derniers forgerons spécialisés dans la forge médiévale. Passionné par son métier, il nous entraîne dans son atelier. Les anciennes méthodes forge, on peut toujours les réaliser au jour d'aujourd'hui. Ça prendrait un temps énorme. Ça n'a rien à voir à ce qu'on fait maintenant. C'était à l'époque un bloc d'acier sorti du minerai qui devait faire à peu près 3 ou 4 kilos. Ce bloc d'acier sorti directement de la mine, on le forgeait dans des forges à bois, charbon de bois, parce que le minerai n'était pas. Et on les mettait dans des courants d'air pour pouvoir, parce qu'il n'y avait pas de soufflet non plus, on étirait le métal jusqu'à arriver à faire une lame d'une seule pièce, sans soudure, vu que la soudure n'existait pas non plus. Alors quand je commence une épée, je coupe d'abord un fer plat d'acier. J'utilise une forge à charbon avec un ventilateur pour pouvoir avoir le maximum de chaleur pour faire rougir le métal à peu près dans les 950 degrés. Donc je vais bien chauffer ce métal pour pouvoir faire l'étirement au marteau, soit avec la technique du marteau pilon, qui existait déjà au XVIIe siècle. J'utilise un marteau qui fait à peu près 2,5 kg à 3 kg, comme à peu près à l'époque médiévale. Donc là, quand la pointe est forgée, la soie, la poignée est forgée, il ne me reste plus que l'étirement de la lame à faire à coups de marteau, un à droite, l'autre à gauche, et jusqu'au bout de la pointe. Ensuite, une fois que j'ai forgé toute la lame, qui m'a demandé entre 4 et 5 heures de travail, je vais forger la garde. Je vais choisir, par rapport à l'époque, un modèle de garde qui soit identique pour que je puisse représenter le XIIe, XIIIe siècle. Une fois la garde qui est forgée, il me reste à faire 2 points de repère avec un petit pointeau pour pouvoir la fendre à chaud pour que la lame puisse la traverser. Je vais utiliser la soudure de notre époque pour pouvoir bien tenir cette garde. Pour souder après le pommeau qui va jouer lui le rôle de contrepoids. Donc le pommeau de l'épée, qui est ici, ne sert pas à faire joli, ça sert de contrepoids pour que l'épée soit toujours horizontale à peu près à 6 ou 7 cm après la garde, ce qui est très important pour le maniement de l'arme. Donc pour forger une épée, je mets à peu près, pour une petite épée à une main, je mets 1 jour et demi. Pour une épée à 2 mains, il faut compter dans les 2 jours et demi. Depuis l'enfance, un rêve hante les nuits de Patrice où des batailles font rage.
Épées et haches de combat s'abattent sur les armures et boucliers jusqu'au coucher du soleil, dans un fracas assourdissant. Les plaintes des mourants s'élèvent des châteaux en feu. Puis les bruits s'estompent, et dans la nuit noire, il ouvre les yeux. Le vacarme assourdissant a fait place à un martèlement métallique et lancinant, et une gerbe d'étincelles inonde ses yeux. Une voix perce la nuit comme un écho. Tu forgeras des épées et des hallebardes. Tu seras forgeron. Aujourd'hui, j'ai compris que je refais exactement les mêmes choses que les rêves que je faisais à l'époque. Donc c'est peut-être ma vocation, je ne sais pas. J'ai toujours été un grand admirateur de tout ce qui était les châteaux, le Moyen-Âge et surtout les armes. Après, j'ai fait énormément de démonstrations de forge dans les foires, dans les journées artisanales médiévales. Et j'ai eu la chance de rencontrer une troupe qui travaillait pour Luc Besson, dans le film Jeanne d'Arc, qui ont été attirés par mes épées et surtout par leur son. Pour avoir réussi à trouver des aciers qui ont un son authentique, un son parfait et surtout la solidité que nos cascadeurs recherchent, j'ai mis à peu près 2 ans pour faire des essais avec des aciers de toutes catégories, des XC, des gros abros, des tribastènes et surtout les trampes. Toutes les épées que je fabrique, j'essaye de leur donner un son. Donc ce son vient de la garde. La garde, je la fabrique d'une façon que les bords, les arrondis sont forgés. Je fais 2 étirements pour pouvoir recréer le son de cloche que vous allez entendre. Voilà. Ça, ce sont les épées de spectacle que je fabrique. Bien sûr, à l'époque, on ne regardait pas que les épées fassent un son et on faisait les gardes par rapport à ce qu'on avait besoin. Il faut toujours penser quand même que la garde ne servait pas à ça, que ça servait à protéger la main, les doigts. Alors, vous venez juste de voir la fabrication d'une épée à une main. Une épée à une main ou une épée à une main et demie, dite bâtarde, très appréciée par nos cascadeurs. Maintenant, je vais vous faire écouter le son d'une épée à 2 mains. Une épée à 2 mains est une épée très très longue qui était l'épée du chevalier en armure, toujours transportée par son écuyer. Par contre, c'est une épée qui était très lourde, elle faisait plus de 3,8 kg à 4 kg, très affûtée bien sûr. Donc c'était les chefs de guerre qui se servaient des épées à 2 mains. Alors, ce sont des lames en acier trempé, XC38, trempées à 300 kg, qui sont très très solides, très très souples, et ce qui garantit la lame et ce qui garantit l'épée, de la solidité. L'intérêt pour nous d'utiliser les épées de Patrice Gionne, mais je devrais dire peut-être plus le métal de Patrice Gionne, c'est sa solidité dans le temps. Comme toute chose, il y a 800 ans et de notre époque, une épée c'est du consommable. Donc au bout d'un moment, à force d'être utilisée, à force d'être entrechoquée, ça casse. Une épée qui casse peut devenir dangereuse. Ce que nous voulons, c'est que quand une épée casse, c'est qu'elle casse le plus possible au niveau de la garde, c'est-à-dire ici, de manière à ce que le poids du métal fasse tomber la lame à terre. Et en aucun cas, comme je l'ai vu malheureusement bien souvent, qu'un tiers de la lame aille voler dans le public. Donc ce que nous recherchons et ce que nous avons trouvé dans les épées de Patrice Gionne, c'est surtout et avant tout l'épée sécuritaire. Ensuite, car nous sommes des hommes de spectacle, nous faisons du spectacle, c'est le son. Les épées de Patrice ont un son que je qualifierais presque de quelque part de magique, alors que ce n'est pas du tout historique. Et c'est un plaisir de se battre avec ces épées. Il faut savoir qu'à l'époque, les épées par rapport à celles d'aujourd'hui, elles avaient toutes une gorge ici au milieu de la lame pour faire couler le sang. Il faut savoir aussi qu'une épée très très affûtée et ne s'entrechoquait jamais les unes contre les autres. Parce qu'on ne s'amusait pas avec une épée, on faisait la guerre. Donc on visait toujours l'homme et jamais l'autre épée. On préférait faire 2 pas en arrière pour éviter le coup, pour pouvoir rattaquer après. On ne paraît jamais. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui.
Alors, le plus important sur une épée, c'est le trempage. Une épée qui est bien trempée est une épée qui va sonner. Les aciers trempés étaient le secret de l'acier. Quand on avait obtenu la technique de la trempe, on arrivait à avoir des aciers durs. Aujourd'hui, si on va chauffer un morceau d'acier sur la forge et qu'on ne le trempe pas, l'acier va rester mou, il va rester souple, ne va pas tenir très longtemps au choc et surtout à l'abrasion. Quand on fait chauffer l'acier à entre 900 et 1000 degrés, on va le tremper dans l'eau brutalement, durcir l'acier, mais il faut surtout garder un temps de trempage pour savoir doser le temps de trempe et le temps de refroidissement. Les seigneurs et les rois uniquement se faisaient ciseler les pommeaux d'épée avec leurs armoiries, leurs couleurs, leurs croyances. La fabrication des haches d'armes, des hallebardes, des francisques, des bardiches, toute la catégorie des hallebardes, donc j'utilise des tôles d'acier qui sont à peu près 2, 3 ou 4 mm. Donc je vais faire une fabrication que je vais découper avec un découpeur chalumeau ou un découpeur passement. Je vais faire cet emmanchement avec des faux rivets. Quand on fait un combat avec des cascadeurs, il ne faut pas que les rivets s'enlèvent, puissent être dangereux pour le public et pour l'utilisateur. Voilà, une fois le montage effectué sur la hache d'armes, il va me rester le montage du manche et le talon qui se trouve ici, qui est percé, riveté et verni. Voici la hache d'armes au XIIe siècle. Patrice a réalisé son rêve, son métier et sa raison d'être. N'hésitez pas à pousser sa porte. Il vous parlera de sa passion, de ses coups sur les glaives d'airain qui sonnent comme un chant limpide. Il va continuer à forger pour témoigner du temps passé.